Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour cette première journée des rencontres en numérique qui font suite aux rencontres de la participation, les rencontres européennes de la participation qui ont eu lieu durant 3 jours en physique à Strasbourg. C'est des journées qui ont été très riches en échanges, en partage d'expériences. C'était très intéressant, très enrichissant et donc on continue, en numérique, comme tous les ans, on joue les prolongations, pour, cette première journée et je vais laisser la place, à Hélène, Gestin du coup qui va commencer à intervenir pour, se présenter son projet. Cet atelier sera enregistré parce que par la suite on publie les enregistrements sur YouTube pour que tout le monde puisse accéder au webinaire même si, il ou elle n'était pas disponible au moment même. Si vous ne voulez pas apparaître sur les images ou qu'on n'entende pas votre voix, libre à vous de couper votre micro et votre caméra. Donc voilà, c'était pour vous prévenir et je laisse maintenant la place, aux intervenants. Bonjour, je suis Hélène Gestin, je suis responsable de l'Agora à Nanterre. Je suis là pour vous faire un petit retour d'expérience sur un conseil citoyen qu'on a mis en place l'année dernière dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques. Peut-être pour vous situer qui je suis et après je vous propose, parce qu'on n'est pas si nombreux que ça, je vais juste essayer de fermer ça, voilà. Moi, ça m'intéresse aussi de savoir voilà, qui vous êtes rapidement, mais de savoir aussi ce que vous venez un petit peu chercher comme sur ce retour d'expérience. Donc voilà, moi je travaille dans un lieu qui est dédié à la participation citoyenne sur Nanterre, qui dépend de la direction de la vie citoyenne et des services à la population. Et donc, dans mon périmètre, j'ai autant la programmation de ce lieu qui est dédié aux transitions que des dispositifs de participation citoyenne comme le budget participatif, où on a également un conseil citoyen de la transition écologique qui est apparu sur ce mandat et que l'on anime, que l'on fait vivre depuis maintenant 4 ans. Et donc, on a aussi coordonné ce conseil citoyen pour les Jeux olympiques, événement majeur qui s'est déroulé en partie sur Nanterre l'année dernière. Voilà, si ça vous dérange pas, moi j'aimerais bien juste savoir ce que vous venez chercher ici et qui vous êtes en 2 mots pour ceux qui sont OK pour juste partager ça en 3 minutes et laisser les retardataires arriver. Dans l'ordre, vous connaissez peut-être le jeu, c'est pas facile en visio, mais voilà, je donne le bâton de parole et celui qui termine le donne à quelqu'un d'autre que vous voyez sur l'écran. Voilà, première vignette, Claire Langlais. Je ne sais pas si vous voulez juste. Oui, bonjour. Donc, moi, je travaille à la DREAL Hauts-de-France. J'ai plusieurs missions, dont la participation citoyenne. Donc, en fait, ça fait peu de temps que je suis en poste et donc les retours d'expérience m'intéressent sur le sujet. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Voilà. Et vous passez la parole à. Alors, derrière moi, j'ai Camille Martinet. Camille, est-ce que vous voulez juste nous dire ce qui vous a attiré, ou sinon on passe à quelqu'un d'autre? Et je vois que Adjira nous a rejoint, donc peut-être je la laisse se présenter puisque Adjira Farzad est DGA à la mairie de Nanterre et du coup a piloté voilà, l'accueil, tout le dispositif sur les Jeux Olympiques notamment. Mais je te laisse peut-être Adjira te présenter. Bien, merci. Bonjour, donc moi c'est Adjira Farzad, je suis directrice générale adjointe des services à la mairie de Nanterre. Je suis en charge de plusieurs politiques publiques, notamment la vie citoyenne et les services à la population, la direction des sports, la sécurité prévention, le développement économique et la culture. Et évidemment, dans le cadre, la ville de Nanterre était une ville d'accueil, une ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Et donc, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de coordonner le projet d'organisation des JO à Nanterre dans la mise en place de ces CJOP.
Et donc, je serai ravie à répondre à vos questions et puis interagir avec vous dans le cadre de cette séquence. Merci. Est-ce que quelqu'un veut dire qui il est ou on enchaîne? C'est comme vous voulez. Plus intimidant. Lola, merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, moi c'est Lola Rouzet, je suis à la ville de Castanet-Tolosan, donc à côté de Toulouse, en tant que chargée démocratie participative. Et ce qui m'a amenée à participer à cette visio, c'est l'idée peut-être d'avoir des outils de travail, peut-être inspirants pour moi-même ensuite développer des choses dans ma ville. Merci. Okay, merci. Nicolas? Allez, je me lance aussi. Donc moi, Nicolas Gassibi, je suis consultant indépendant en participation citoyenne et formateur pour le CNFPT. Et donc, je suis toujours preneur, moi, de retours d'expérience concrets, notamment sur des thématiques parfois peu abordées dans les démarches de participation citoyenne, enfin un peu originales, qui ne sont pas juste des démarches d'urbanisme, d'aménagement du territoire. Donc voilà, c'est pour ça que ça a attisé ma curiosité. Et donc, très pressé de vous écouter. Merci. Plus personne? Bon, personne n'a un énorme événement à organiser prochainement et dont tu voudrais s'inspirer de l'expérience de Nanterre? Bon, ça peut arriver. Bon, on démarre du coup. Vous voyez bien mon écran? Sur ce retour d'expérience, peut-être une petite mise en contexte par rapport à comment ce conseil citoyen est né et aussi comment justement les Jeux olympiques et paralympiques ont pris place aussi sur la ville de Nanterre, puisque Nanterre était ville hôte. Merci Ségolène. Alors bon, ça c'est plus pour le contexte. Je ne sais pas si Adjira, toi tu veux un petit peu refaire un petit peu l'historique de comment c'est arrivé sur la ville, mais en tout cas, Nanterre était ville hôte puisque nous avons accueilli les compétitions dans l'aréna de Nanterre, donc une énorme salle dans laquelle a été montée une piscine olympique, 2 piscines olympiques de toutes pièces. Donc là, c'est aussi toute l'histoire de cet énorme événement qui nécessite une coordination internationale. Et donc, ce qui a peut-être été aussi un marqueur, je trouve, enfin, en tout cas, moi, dans le retour d'expérience, et Adjira pourra le confirmer, sur la temporalité dans laquelle on a pu inscrire aussi le travail des citoyens et des habitants dans le cadre d'un événement comme ça. Peut-être très rapidement sur les éléments de contexte général. La ville de Nanterre, en tout cas, ça lui tenait à cœur que l'organisation des Jeux, en tout cas que les Jeux olympiques et paralympiques soient des Jeux inclusifs, écologiques et participatifs. On voulait absolument que ce soit une opportunité pour l'ensemble des Nantériens à prendre part de ces Jeux. Alors, il y a tout un plan d'action qui a été mis en place, enfin un programme, on appelait ça Nanterre entre en jeu. Et dans ce programme-là, il y avait plusieurs temps forts. Donc, on a eu l'occasion d'organiser un site de célébration, un événement métropolitain. C'était une fan zone qui a accueilli quasiment tous les soirs entre 7000 et 8000 visiteurs. On a mis en place un programme solidaire de billetterie avant même la décision un peu de la métropole de Grand Paris d'attribuer quelques billets pour les jeunes, notamment de l'éducation nationale et les jeunes de manière générale. Nous, la ville de Nanterre, elle avait pris le parti d'acheter un certain nombre de billets. Donc, on a acheté quasiment 5000 billets pour les attribuer aux Nantériens sur la base de certains critères. Et donc, ne serait-ce pour les questions de la billetterie, le maire et la majorité municipale se sont dit il faut absolument que ce soit des critères les plus transparents possibles et que finalement, c'est les habitants qui vont décider eux-mêmes sur quels critères vont attribuer ces billets et à qui. Et donc, ce qui a justifié la mise en place, entre autres, de ce Conseil citoyen des Jeux olympiques et paralympiques, pour à la fois décider collectivement avec les habitants de l'attribution de la billetterie,
mais aussi de mettre en place une instance un peu de gouvernance sur les jeux pour s'assurer que les jeux ils sont bien inclusifs, ils sont écologiques, et ça, on reviendra peut-être un peu plus tard sur les actions qui ont été mises en place pour chaque objectif, et que cette programmation, en tout cas, reste dans l'héritage de la ville de Nanterre, et donc au-delà de ces 15 jours des Jeux olympiques et de la semaine paralympique, qu'on puisse continuer l'aventure avec des engagements beaucoup plus forts qui restent dans l'héritage des Jeux sur le territoire de Nanterre et qu'on pourra aussi détailler un peu ultérieurement. Et toujours dans les éléments de contexte, c'est que la ville de Nanterre, la participation citoyenne, elle est ancrée dans sa façon de faire le service public et sa politique publique de manière générale. On fait partie un peu des premières villes qui ont mis en place des conseils de quartier, on organise régulièrement des réunions publiques, on a mis en place un budget participatif, on a une culture de participation citoyenne qui est bien ancrée, assumée, portée par la collectivité. Dans le mandat actuel, en 2020, on a mis en place un conseil citoyen de transition écologique qui qui mène des travaux sur la question de transition écologique. Et dans cette continuité, les élus ont jugé utile de mettre en place aussi un conseil citoyen des Jeux olympiques et paralympiques pour le pilotage global de programme de Nanterre entre en jeu. Du coup, ce conseil citoyen, il s'est tenu de janvier à septembre 2024 et dans sa composition, pour justement assurer la représentativité des membres au regard de la ville et des acteurs qui sont très actifs sur la ville, et au regard aussi de la mission qui était confiée au Conseil citoyen. Il a été défini 4 collèges. Alors, il se trouve que c'est vrai que, comme le disait Adjira, on avait déjà un Conseil citoyen de la transition écologique sur lesquels on a pu aussi, nous, prendre appui dans le sens en termes de méthodologie, de construction, de composition. Donc, on a ces 4 collèges sont aussi un petit peu le miroir de ce que l'on pratique avec le Conseil citoyen de la transition écologique. Donc, un collège avec des élus, bien sûr, le maire qui pilote et anime du coup ce conseil, préside ce conseil, avec également la première adjointe et les élus des délégations concernées à la démocratie participative et au sport. Nous avons également un élu de l'opposition qui était convié au Conseil citoyen. Le collège associatif était très important, puisque à Nanterre, il y a une dynamique et une dynamique associative incroyable et très forte. Et les acteurs associatifs sont de vrais partenaires pour la ville à tous les dans toutes les thématiques et à tous les échelons. Donc, on a souhaité associer, excusez-moi pour les fautes, des associations qui sont impliquées, qui étaient impliquées sur les Jeux olympiques, donc les associations sportives, les associations de commerçants, l'office de tourisme, mais également les centres sociaux, dans la dimension d'inclusion dans lequel il était essentiel pour nous d'inscrire les Jeux olympiques et paralympiques. Il y a également eu un appel à volontariat pour les associations qui souhaitaient également participer. Et donc, ça a fait l'objet ensuite d'un tirage au sort des associations qui souhaitaient prendre part à l'aventure pour aussi, même si ce n'était pas dans leur champ d'activité, participer à cette manifestation et à apporter leurs propositions. Le collège qu'on a appelé institutionnel, de personnalités qualifiées, c'était aussi pour avoir une représentation de certains membres, donc notamment le conseil municipal des jeunes. Donc on avait à Nanterre, le conseil municipal des jeunes est composé de collégiens qui démarrent en 4e et terminent leur mandat en 3e. Et donc, ils ont des commissions, et dans la commission sport, ils avaient déjà proposé des actions dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques. Donc, il était tout à fait naturel de les avoir avec nous. Une personne aussi représentant de l'université, puisqu'à Nanterre, on a un grand campus. L'éducation nationale, on avait une conseillère pédagogique de circonscription qui avait une double casquette, puisqu'elle habitait aussi à Nanterre, et surtout aussi des sportifs médaillés olympiques qui sont très investis sur la ville.
Et dans le collège habitant, il y a eu un appel à volontariat et un tirage au sort, bien sûr sous huissier, pour avoir voilà, une forme d'équité au niveau de ces représentations. Donc leur mission, il a été du coup proposé à ses membres de travailler sur différents secteurs. Donc la principale mission, c'est celle que Adjira a décrite, puisque sur les 6 séances du CCJOP, il en a été consacré presque 3, enfin 2,5 sur la billetterie, puisque ce n'était pas une mince affaire de savoir comment on allait pouvoir distribuer les 5000 billets que la ville donc, avait achetés en grande partie et souhaitait voir attribués aux habitants afin de leur permettre aussi d'accéder aux épreuves olympiques, sachant que on vivait sur Nanterre certaines de ces épreuves. Donc, ce n'était pas la seule mission, après je vais la décrire, mais il y avait aussi la dimension environnementale, notamment de la partie, ce qu'on a appelé la plage des Jeux, et la partie événementielle sur la ville. Donc, ça a fait l'objet d'une séance également dédiée de voir comment on pouvait transposer, amener ce qui est en cours aujourd'hui, qui est une charte des éco-manifestations. Et donc, la ville, avec le Conseil citoyen, a décidé que la plage des Jeux serait un événement pilote, une des expérimentations à l'échelle de cette mise en place de la charte sur l'année 2024. Ils ont contribué également à la programmation d'animation et un gros travail également sur des propositions pour l'héritage, donc sur Nanterre, comment la mémoire des Jeux va pouvoir perdurer. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. N'hésitez pas en tout cas à m'interrompre ou à poser des questions. On va poser des questions entre-temps, oui. Je n'ai pas ouvert le chat. Ah, on a un volontaire qui est aussi parmi nous. Alors, du coup, sur la billetterie, bon, en termes de mécanique d'animation, on a plutôt travaillé sur des plénières qui avaient toujours un temps explicatif, puisqu'il y a souvent une question de montée en compétences sur des sujets que les personnes, les habitants ne maîtrisent pas. Donc, on a essayé d'être le plus didactique possible dans chaque plénière pour expliquer les enjeux. Il n'était pas toujours évident de coller au calendrier et aux impératifs qui nous étaient parfois imposés par les organisateurs des Jeux. Donc ça, c'était aussi une des difficultés que nous avons rencontrées en tant qu'animateur de ce conseil citoyen. Il a démarré assez tardivement, on pourrait dire, puisque en janvier, pour les Jeux qui se sont déroulés l'été, mais en même temps, on avait cette difficulté de ne pas avoir certains éléments suffisamment ficelés et actés pour pouvoir aussi le proposer aux habitants en discussion. Et notamment sur la billetterie, il était question de savoir sur les 5000 billets qui ont été du coup achetés, quelle était l'affectation, où étaient notamment sur quelles épreuves, à quelle date, sur quel sport étaient proposés ces billets. En tout cas, les critères qui ont été retenus par les membres, c'était de réserver les billets exclusivement aux Nantériens, d'assurer une parité homme-femme, de prioriser les jeunes, de prioriser également les quartiers populaires, de prioriser les publics en situation de précarité, ainsi que les associations, notamment sportives. Donc, là, vous avez les camemberts qui vous présentent cette répartition. Il a été fait tout un travail assez fin pour savoir, une fois qu'on avait dit ça, comment on faisait. Et donc, il a été travaillé toute une liste de partenaires avec qui il était intéressant de travailler pour que ces billets, puisque
voilà, pour rentrer un peu dans les aspects techniques, les billets étaient uniquement dématérialisés sur ces jeux. Donc, il n'était pas possible de donner des billets en version papier. Donc, pour lever ces freins et permettre aussi à des groupes de partir, il avait été proposé de travailler avec des acteurs relais, donc des associations qui pouvaient emmener un groupe de jeunes, des classes qui pouvaient aussi bénéficier et plus facilement emmener des groupes. Donc, il y a plus d'une centaine de structures du coup qui ont été identifiées et qui ont été du coup chargées de désigner en leur sein du coup des bénéficiaires. Voilà, c'était la solution en tout cas trouvée pour pouvoir vraiment mettre un nom et respecter, être garant du respect des fléchages de public qui avaient été préconisés par les membres du Conseil citoyen. Ensuite, on a prévu tout un mécanisme aussi qui était censé compenser. Comme vous le voyez, il y a toujours des personnes qui finalement ne sont pas disponibles ou ne souhaitaient pas finalement avoir une place. Donc, on a cherché aussi à équilibrer pour avoir des publics en deuxième recours pour lequel à qui on pouvait aussi donner ces places. Et pour assurer une accessibilité aussi de toutes et tous, il a été procédé à comme des tombolas, des tirages au sort dans l'espace public. Lors du passage de la flamme, donc le 24 juillet, c'était vraiment le moment inaugural et ça a attiré énormément de public sur la ville, de tous les quartiers. Et divers tirages au sort aussi qui étaient organisés sur la plage des Jeux pendant l'événement et également sur certains marchés en amont du lancement des Jeux olympiques. Les membres du Conseil citoyen ont aussi pu faire les assesseurs et assurer de la bonne tenue de ces tirages au sort. Et donc, ils ont été mobilisés aussi sur ces temps d'animation. Voilà, pour les Jeux paralympiques, puisque les Jeux paralympiques se sont tenus tout début septembre, il y avait d'autres contraintes qui n'étaient pas négligeables pour réussir à toucher des publics cibles. Les enjeux d'accessibilité aussi étaient forts. Et donc, il avait été proposé 24 structures pour les Jeux paralympiques. Et les Jeux paralympiques ont aussi permis à des classes, à des écoles, enfin à des élèves en fait, à des enfants dans le cadre scolaire d'y participer par rapport au calendrier, puisque sinon en juillet ils étaient en vacances. C'est les centres de loisirs qui ont pu profiter des billets offerts par la ville. Bon, je vais peut-être, voilà, on ne va pas y aller sur tout le détail des billets, sauf si vous voulez vraiment la technique, la mécanique. Peut-être vous parler aussi du travail que l'on a pu mener avec eux sur l'animation des jeux. Sur l'animation des jeux, comme le disait Adjira, il y a des événements qui se sont travaillés vraiment en amont avec les services de la ville, des choses aussi qui se sont travaillées avec la vie associative et les grandes associations, enfin les associations qui souhaitaient animer cette plage des jeux. Et il a été soumis aussi la question aux membres du Conseil citoyen sur les formats, les thématiques et les contenus qu'elle trouvait pertinents de voir dans cette plage des Jeux notamment, et notamment dans un espace, une tente aménagée qui était l'Agora des Jeux. Donc elles ont pu nous faire part de leurs propositions, des idées qui étaient complémentaires et qui venaient aussi s'inscrire en lien avec les choses qui étaient proposées déjà par les services de la ville. Et notamment, voilà, à retenir, il y avait une idée qui a pu se concrétiser, qui était une initiation à la paranatation qui a été réalisée à la piscine dans le cadre des Jeux paralympiques. Donc ça, c'est aussi, je trouve, la plus-value qu'a apporté le Conseil citoyen en expertise d'usage aussi, notamment dans cette dimension d'inclusion. C'était, je trouve, très enrichissant d'avoir vraiment leurs propositions sur ce plan-là.
Bon, là, c'était pour vous donner une idée, on avait autant une dimension très festive, d'animation, aussi de propositions sportives, bien sûr. Là, c'est la grille. Vous pouvez retrouver, j'ai mis sur le diaporama, là, je l'ai pas lancé, mais une petite vidéo qui vous donne à voir ce qu'était la plage des Jeux et du coup, toutes les infrastructures qui ont été mises en place. Peut-être juste pour revenir, en fait, Oui. Hélène, sur peut-être la slide d'avant, sur l'Agora des Jeux. L'Agora des Jeux, c'était aussi une proposition qui émanait de CCGOP, en fait, de Conseil citoyen. Et donc, l'idée, c'était que la plage des Jeux, c'est aussi un espace de vulgarisation un peu sur des sujets qui ne sont pas toujours traités, ou pas suffisamment, en tout cas, dans le sport, dans les politiques publiques, notamment les questions de sport au féminin, comment on travaille sur l'égalité femmes-hommes dans le sport. Et donc, ça a été pour nous, en tout cas, un challenge pour mener une étude. Donc, on a mené une étude avec notre mission d'évaluation prospective sur la situation la prise en compte des femmes dans les pratiques sportives et dans les politiques publiques qui sont développées à la fois par la ville, mais aussi les clubs et associations sportifs partenaires. Et donc, ça nous a permis aussi de faire témoigner quelques associations, avoir des retours d'expérience d'autres collectivités à l'occasion de ces journées débats sur le sujet et qui a à la fin abouti vers une note qu'on a présentée là récemment, une note majorité, une note qui fait état de la situation, mais aussi des préconisations issues de CCGOP, mais aussi de ces débats pendant l'été sur le sujet qu'on va essayer d'explorer et d'intégrer pleinement et entièrement dans notre politique publique sportive. On a eu l'occasion aussi d'aborder la question de la santé, qui a été aussi considérée comme un enjeu. Et donc, on a fait, comme là on le voit sur la vidéo, en fait, des séquences liées, en tout cas des ateliers. Là, pour le coup, c'est un atelier qu'on a organisé dans le cadre de la coopération internationale. Parce que pour nous, les Jeux, c'était aussi une opportunité de marquer, en tout cas de montrer l'ouverture de Nanterre vers le monde. Et on s'était saisi de cette occasion pour inviter plusieurs délégations internationales. Notamment là, on a le maire de Pékin au Sénégal, qu'on a fait venir avec toute une délégation de services et d'artistes qui sont venus participer à l'aventure avec nous. C'était le cas pour le maire de la ville de Pesaro en Italie, Portugal. Enfin, on a aussi organisé une journée, toute une séquence dédiée à la Jamaïque, qui était l'occasion pour nous de signer un accord de jumelage culturel, sportif, éducatif avec la Jamaïque. Donc tout ça pour dire en fait les propositions faites par le CCGOP, donc c'était pas des propositions dans un papier, dans un tableau Excel, mais c'était bien des vraies propositions qui ont été mises en œuvre tout au long la plage des Jeux, mais aussi un peu plus tard, ce qu'on va vous présenter un peu ultérieurement. On a essayé vraiment de l'ancrer dans l'héritage des Jeux et d'en faire quelque chose dans notre politique publique. Voilà, du coup, je profitais pour illustrer un petit peu parce que là, depuis tout à l'heure, j'avais pas mis beaucoup d'images, mais voilà, à Nanterre, ça a été une grande fête. Et là, vous avez les images qui correspondent aussi à tout ce que l'on vient de tout ce qu'on vient de présenter. Je vais repasser sur du coup la présentation. Sur l'autre mission aussi liée à la thématique environnementale qui a été confiée au Conseil citoyen, c'était de comprendre aussi comment on pouvait, en tout cas, prendre en compte les enjeux environnementaux dans un événement tel que les Jeux olympiques et paralympiques, ce qui n'est pas une mince affaire par rapport voilà, à ce qu'on peut imaginer d'un événement international et de son impact carbone et de ce que ça représente. Évidemment, on s'est appuyé sur justement ce qui était déjà mis en place par Paris 2024 et donc il y a eu une présentation en avril, une conférence vraiment
qui permettait d'expliquer les tenants, les aboutissants de cet événement mondial à l'échelle environnementale. Donc, le travail là qui a été proposé aux membres, c'était de travailler sur cette charte à l'échelle de la plage des Jeux. Il n'était pas aujourd'hui, enfin, il n'était pas pensable puisque tout était déjà verrouillé et déjà préparé et bordé au niveau des épreuves, au niveau de l'organisation de Paris 2024. Mais il y avait déjà pas mal de choses à faire, étant donné que cette manifestation, comme le disait Adjira, a eu énormément de fréquentation pendant toute la durée des Jeux. Et donc, ils ont travaillé sur cette charte à partir Juste peut-être pour les visiteurs, oui. On a eu 100 000 visiteurs sur la période. Ouais. Ça donne un peu l'affluence. Et donc, sur un événement à cette échelle, il était important aussi que l'on puisse mettre en place cette charte à différents endroits. Donc, cette charte, elle existait, elle était déjà en travail et la plage des Jeux fait partie des 4 ou 5 événements qui ont été qui ont fait l'objet de cette expérimentation en 2024. Et donc, ils ont travaillé thématique par thématique. Donc, la thématique des déchets, la thématique de la mobilité, des transports, la thématique aussi liée aux fournitures et aux services qui sont proposés. Ils ont identifié là où il y avait des actions à engager, où est-ce qu'il était possible d'avoir un impact. Et donc, ces propositions ont été prises en compte et retravaillées dans le cadre, avec le service de la transition écologique. Voilà, mission transition écologique, ce qui, du coup, nous a permis aussi, nous, au niveau plus global de la ville, d'expérimenter des choses et d'avoir ce retour d'expérience pour pouvoir, dans un deuxième temps, puisque ça c'est la planification de cette charte, la mettre en œuvre de façon systématique à l'avenir sur nos manifestations et dans un temps encore après à venir, d'accompagner les associations et les organisateurs d'événements pour qu'eux-mêmes puissent la mettre en œuvre et qu'on puisse améliorer voilà, le bilan carbone et le bilan environnemental de ces grosses manifestations qui, comme on le sait, ont aussi un impact fort sur ces axes. Sachant, c'est vrai que cette charte, c'était quand même un défi pour la plage des Jeux, pour une simple raison, c'est que la plage des Jeux était labellisée Club 2024. Et Club 2024, il y avait un cahier des charges quand même assez drastique. Comme vous le savez, pour ceux qui ont peut-être eu l'occasion d'accueillir, enfin en tout cas d'organiser un club 2024 avec Paris 2024, il y a un certain nombre de conditions à réunir, et puis des obligations à respecter, notamment dans le choix des opérateurs qui interviennent. Donc on n'avait pas le droit de monter un partenariat avec un autre opérateur qui n'était pas partenaire officiel de Paris 2024. Et donc, si je peux citer l'opérateur, par exemple, l'opérateur de boissons qui était là, il a sa propre politique de distribution de boissons, donc on ne peut pas toujours agir sur en tout cas les engagements environnementaux qui sont pris par l'entreprise. Mais donc c'était vraiment un défi où on a quand même réussi un peu les challenger et d'imposer un peu nos critères environnementaux dans la convention globale qu'on a signée avec Paris 2024. On a dit, OK, vous avez vos obligations, mais nous aussi, on a les nôtres. On a des attentes, des exigences, et on souhaite que ce soit aussi pris en compte dans la convention. Ça a fait l'objet quand même de beaucoup de discussions, de négociations. Ça nous a valu un retard de signature de la convention, mais on n'a pas lâché. Pour vraiment, encore une fois, faire un événement qui soit un peu différenciant et qui prend en compte l'engagement qui a été pris politiquement par la majorité, à savoir des jeux écologiques et responsables en premier lieu. Et le dernier volet sur lequel ont travaillé les membres concerne l'héritage. Donc, on a fait une séance avant les Jeux en juin qui était vraiment un gros brainstorming sur ce que les Jeux vont pouvoir laisser à Nanterre et au-delà. Donc, travailler sur l'héritage, c'est aussi travailler sur
comment on la met en œuvre, qu'est-ce que l'on va aussi construire pour la suite, pour que cette mémoire vivante puisse rester et voilà, aussi soit un marqueur pour certains axes de politique publique pour l'avenir. Donc, on a travaillé là sur un format voilà, en World Café. Tous les membres ont pu tourner sur certaines sous-thématiques. On a travaillé sur l'héritage sportif, sur l'héritage en termes d'inclusion et l'héritage pour les jeunes, puisque pour nous, il était essentiel aussi, comme les jeunes ont beaucoup participé aussi sur les jeux, de penser à eux, et c'est eux qui vont aussi faire Nanterre demain. Donc, c'était un des axes importants. Je ne vais peut-être pas les détailler, mais en tout cas, on a fait un dernier conseil citoyen en septembre qui présentait le retour sur ces propositions, qu'est-ce qui était faisable, qu'est-ce qui était déjà enclenché. Sur la quarantaine de propositions, il y a une dizaine d'actions qui étaient déjà en train d'être réalisées ou réalisées en termes d'héritage. Et les axes forts, notamment en termes sportifs, portaient beaucoup sur toutes les dimensions d'inclusion et notamment sur les questions de genre dans le sport. Donc, c'était aussi très intéressant de voir comment le passage des Jeux à Nanterre pouvait aussi faire bouger des lignes sur certaines pratiques sportives ou certains accès à des équipements. Donc, c'est des préconisations aussi qui étaient assez riches pour les services concernés, pour ensuite pouvoir s'en nourrir et faire des propositions à l'avenir. Je vois qu'il y a une question de Johanna. Oui, je voulais savoir, en fait, cette partie des quatre grands piliers, des 4 grandes missions qui ont été dévolues au Conseil citoyen, c'était un peu plus de l'idéation, un peu plus de la projection sur ce qu'on voudrait laisser. Vous nous avez dit qu'il y avait une quarantaine de propositions. De quelle manière elles sont suivies? Est-ce que du coup, c'est un autre Conseil citoyen déjà présent qui s'en empare et qui regarde comment ça se transforme? Est-ce que c'est d'autres modes, pour assurer un peu une traçabilité, pour savoir ce que ça devient, qu'est-ce qui a été imaginé ou mis en place? Alors, effectivement, le Conseil citoyen s'est posé la question de quelle suite lui donner lors de la dernière séance. Il ne va pas perdurer, mais en tout cas, ça sera plutôt thématique et notamment porté par la direction des sports sur justement les axes préconisés. Donc là, on est sur alors là, je n'avais pas prévu de vous montrer un petit peu des exemples de propositions, mais il y a des choses qui sont de l'ordre de la communication ou de la mémoire, de travailler sur ces aspects-là. Donc, ça repart dans les services qui ont la compétence pour mettre en œuvre des propositions. Toutes ne seront pas réalisées ou réalisables. Après, c'est vrai que c'est un sujet de pouvoir continuer à assurer le suivi de ces propositions dans tout dispositif de participation citoyenne. Là, on va dire que c'est vraiment aussi au niveau des services là que l'on a confié un peu la charge de pouvoir garder et suivre ces propositions. En fait, peut-être pour compléter, évidemment, on s'est posé les questions, hein, mais initialement, quand le CCJOP a été installé, on l'avait, en tout cas, l'objectif de l'installer sur une courte durée. C'est-à-dire, c'est un CCJOP éphémère, hein, donc il vivait en fait. Il était là pour préparer les JO et puis après pour clôturer la séquence et acter l'héritage des Jeux dans la durée. Mais ce qui a été en tout cas intéressant dans la décision des élus, c'était de dire ce serait peut-être l'occasion de créer une commission du coup permanente avec la thématique sportive qui associera notamment des membres de CCJOP qui seraient volontaires à venir continuer en tout cas ces travaux, ces réflexions. Et donc l'idée de l'Héliosport, c'est vraiment de poursuivre la réflexion, mais sous forme plutôt d'une commission permanente qui sera élargie au-delà des JO à la politique municipale sportive. Donc ça fait partie en tout cas de nos objectifs d'aller vers ça, de temps, comme vient de préciser en fait Hélène. Dans les propositions qui ont été faites, on a évidemment une centaine de propositions, mais on a commencé à hiérarchiser
à dire qu'est-ce qu'on peut faire à court terme. Donc, il y a d'ailleurs certaines choses, on a quasiment 50% d'actions réalisées à court terme parce que c'était tout à fait faisable à la fois dans le calendrier, dans le budget, dans le format de l'initiative qui est proposée. Et puis, il y en a d'autres qu'on a essayé aussi d'hierarchiser, moyen à long terme. Donc, il y a certaines, évidemment, qu'on a évacuées parce que soit ça ne relève pas de la compétence de la commune, soit ça nécessite un investissement beaucoup plus important et sur lequel on n'a pas de prise d'un point de vue budgétaire. Mais on peut considérer que quasiment les 80-90% des propositions de CCGOP ont été retenues, dans une grande partie réalisées et d'autres qui sont en cours et à venir. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. La présentation est la prochaine slide est justement questions-réponses. Je vais peut-être remettre la slide un peu de présentation. Peut-être Voilà, juste un petit élément important peut-être à rajouter, mais je pense que ce n'est un secret pour personne. Je pense, c'est inhérent à toutes les démarches des participations citoyennes. Évidemment, les propositions, ce que vous en doutez, on a organisé quelques séquences. Donc, c'est généralement le matin de 10h à midi, mais ça demandait quand même un travail préalable assez important. C'est-à-dire qu'il y a une implication quand même des services en amont pour faciliter le travail de la participation et de la réflexion en faisant un travail fin de fourmi, très en amont pour aboutir en tout cas à ce résultat-là. C'est pas au cours de la séquence elle-même que ces propositions ont été produites. Il y a vraiment un travail d'accompagnement et en tout cas de tri, de priorisation, même de réflexion mené par les services pour accompagner cette participation et faire en sorte à ce qu'elle soit la plus productive possible dans une posture de facilitation de l'initiative citoyenne. Et donc nous, pour préciser, à l'Agora, donc on avait ce rôle d'accompagner notamment la direction générale, la direction des sports et les autres directions thématiques dans la mise en œuvre de ces séances. Donc on a accompagné cette dynamique en termes c'était plutôt la direction des sports qui avait le lien et le cabinet qui avait le lien avec les membres sur les convocations, sur les invitations. Et l'Agora avait le rôle de designer les séances, d'adapter l'animation et de l'animer aussi en réel avec des collègues, mais en lien avec les besoins de la thématique. Donc ça, c'était voilà, un travail méthodologique, un travail de facilitation. Ensuite, chaque séance a fait l'objet d'un compte rendu qui était envoyé aussi aux membres. Tous les membres étaient bénévoles. On n'avait pas de forme de rétribution, si ce n'est symbolique, et on les a quand même remerciés en leur permettant de vivre les jeux aussi avec des temps privilégiés sur la plage des jeux. On a organisé un petit temps apéro, rencontre avec eux. Également, ils ont pu vivre et bénéficier d'un événement sportif. Ils ont pu avoir voilà, un billet pour aller voir les jeux. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en termes un peu de mécanique interne. Ils étaient tous super contents. Il y a le travail aussi sur le plan d'action, c'est-à-dire que les décisions qui ont été prises, par exemple sur le programme de volontaires, donc il a été décidé aussi de mettre en place un programme de volontaires. Il y a tout un travail, une organisation qui a été mise en place pour recruter des volontaires bénévoles pour accompagner la mise en place du programme. Et puis, par exemple, sur la question de la billetterie, ça peut paraître facile parce que bon, c'est toujours facile de dire on attribue à telle et telle association, aux écoles. Mais ensuite, il fallait faire rentrer toutes ces demandes-là dans le fameux logiciel de Paris 2024 qui a nécessité des heures et des heures et des heures de saisie parce que les billets, c'était des billets nominatifs par les agents de service public.
Donc, c'est vrai de prendre un peu ce parti, c'était assumé, mais ça nécessitait forcément un portage assez important de la collectivité et un investissement, une implication par les services municipaux. Et tout ça aussi pour respecter un enjeu de transparence qui était Tout à essentiel, fait. parce Tout que à fait. c'était vraiment je pense, ce qui était autant réclamé par les membres que par les élus. Enfin, c'est que ces billets devaient vraiment aller au public concerné et qu'on était garant de cette attribution et de la transparence de cette attribution. Donc le Conseil citoyen était aussi avait la main sur les tableaux les plus détaillés pour être sûr que le travail était fait à la bonne échelle, quoi. Mais ça a pris effectivement beaucoup de temps au niveau de la billetterie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si, Johanna, vous aviez à nouveau une nouvelle... J'ai essayé de lever la main, mais je ne vois pas de picto et je ne sais pas si vous, quand je le lève... Là, on vous voit. Vous voyez, d'accord, mais moi, je ne vois pas quand... Alors déjà, je voulais attirer votre attention sur le fait que dans la conversation, il y avait eu une question de Lola sur les critères de recevabilité des propositions. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. Merci. Et du coup, moi, j'en avais une également qui était de savoir si cet événement qui était quand même particulier, est-ce que ça a suscité un engouement à la participation, lui aussi particulier, c'est-à-dire est-ce que peut-être par rapport à des instances plus pérennes que vous pouvez avoir, vous avez constaté que le CCGOP, il y avait un peu de la super motivation, de l'envie de venir et peut-être même de la tristesse à le voir se terminer. Voilà, je voulais savoir un petit peu en termes d'ambiance aussi, de contentement, de plaisir à participer. Est-ce qu'on était un peu un cran au-dessus de ce qu'on rencontre habituellement? Je pense vous apporter la réponse à votre question, en fait. C'était exactement ça. Okay. Il y avait, et c'était même salué une aussi par... nostalgie ouais. Oui. Et puis, je pense que l'enjeu aussi, c'est de pouvoir faire vivre ces moments-là à des collègues dans des directions qui ne font pas de participation citoyenne au quotidien et qui, du coup, découvrent l'intérêt, et même s'ils le savent, hein, pour être dans le service public, c'est vraiment aussi notre travail au quotidien, mais c'est aussi nous, notre travail dans le service de la participation citoyenne, de pouvoir accompagner les collègues dans ce travail-là. Et on en est garant, mais en tout cas, ce plaisir, cette joie, il y avait une forte représentativité, même si certains étaient absents parce que, par exemple, le samedi matin, on est parfois pris et le calendrier, c'était quand même une séance par mois, hein, donc c'était assez dense au niveau de l'assiduité et de la demande participative qu'on avait auprès des membres, mais ils étaient en grande partie au rendez-vous, proportionnellement par rapport à d'autres conseils citoyens ou à des dynamiques de concertation. Ils étaient là, ils suivaient. Donc ça, c'est vrai que c'est plaisant. Ils ont, je pense, regretté ils ont eu plaisir à le faire. Regretté que ça prenne fin, en tout cas sous cette forme-là. On avait déjà des personnes qui étaient des acteurs assez actifs sur la ville, parce que comme on avait un collège associatif, c'est des personnes qui sont impliquées, mais aussi des habitants qui n'avaient jamais pris part à des démarches citoyennes de ce type. Après, peut-être dans les facteurs de succès, hein, c'était le caractère exceptionnel de l'événement, accueillir les Jeux olympiques et paralympiques à Paris. Donc, il y avait aussi une question de comment aussi je contribuais à l'histoire des Jeux en France et puis à Nanterre d'un point de vue local. Et puis, un deuxième élément, c'est que à toutes les propositions qui ont été faites, systématiquement, ils ont un feedback. Ils voient aussi la réalisation concrète de leurs propositions. C'est-à-dire, voilà, on a participé à la proposition d'une programmation de la plage des Jeux, et donc ils les voyaient tous les soirs se faire concrètement. Sur la billetterie, ils voyaient le résultat. Et je pense que c'est ça qui pêche un peu de manière générale dans les initiatives de participation citoyenne, c'est-à-dire que les habitants, ils ont l'impression de venir faire des propositions et après, on ne revient plus jamais vers eux pour dire voilà ce qui a été fait. Là, on était dans une démarche inverse. On était vraiment dans la coproduction avec eux et ils avaient un feedback en temps réel sur les propositions qui ont été faites.
Et juste pour ne pas oublier justement de répondre à la question de Lola, évidemment, nous, on a laissé vraiment page blanche en fait à l'ensemble des participants et des membres de CCGOP pour faire des propositions. Hein. On leur a dit en gros, rêvez, vous avez le droit de rêver et de faire des propositions. Et ensuite, on est arrivé un peu tous collectivement, on a recensé l'ensemble des propositions. Il y a un travail collectif qui a été fait. De hiérarchisation, priorisation des actions, ce que la ville pouvait faire, ce qu'elle ne pouvait pas faire parce que ça relevait pas de son domaine de compétence ou ça nécessitait la contribution d'autres acteurs et de leur faire évidemment. Donc il n'y avait pas forcément des critères définis à l'entrée, si ce n'est évidemment les invariants qui ont été présentés tout à l'heure par Eden Gestin, savoir le critère écologique des jeux, le critère inclusif, de prendre en compte la jeunesse, de prendre la question de le handicap aussi dans le programme et l'organisation des jeux. Et donc, avec ces prismes-là, on a essayé d'imaginer évidemment toutes les propositions possibles et de voir de quelle manière on pourrait les mettre en place, dans quel calendrier, des conditions de réussite. Et puis voilà, il y avait aussi quand même un point en termes de faisabilité qui était quand même très fort et très, très tenu par rapport au calendrier. C'est-à-dire que quand on est en avril et que on fait des propositions pour une manifestation qui se tient en juillet, c'est aussi la réalité des moyens et du temps qui a fait que certaines propositions ont pu aller au bout ou d'autres sont restées un petit peu plus dans les cartons. Mais en tout cas, on a cherché à ce que les membres aussi puissent s'impliquer, pas seulement faire des propositions, mais aussi, si certains étaient à même de pouvoir animer certains sujets ou certaines thématiques, notamment sur la plage des jeux, c'était quelque chose qui leur avait été aussi proposé. Je crois que Nicolas a une question. Oui, merci beaucoup pour tous ces éléments. Merci à toutes les deux pour ces éléments très concrets, très illustratifs de votre démarche. Ma question, elle était assez complémentaire de celle de Johanna sur le profil des participants. Je me demandais si dans le lot, vous aviez eu quelques participants avec un regard plutôt critique justement sur les Jeux Olympiques dans leur ensemble, ou pas, ou si parmi les 70 candidatures, puis les 12, je crois, citoyens retenus, c'était essentiellement des personnes qui étaient plutôt partie prenante, favorables à l'organisation des Jeux Olympiques. Alors oui, non, on n'avait pas de personnes vraiment critiques ou hostiles, ou en tout cas qui étaient venues pour justement faire valoir ce point de vue-là. On était sur l'appel à volontariat plutôt sur des gens qui étaient très enthousiastes pour les jeux, qui étaient curieux aussi. Certains avaient quand même, je dis pas qu'il n'y avait pas de point de vue critique, parce que mine de rien, les habitants ont aussi subi les jeux avec certains, même si tout ça a été accompagné et il y a eu de la communication, mais ceux qui habitaient tout près de l'aréna ont quand même eu, avec des délimitations de sécurité, un impact sur leur vie quotidienne pendant cette période. C'était un petit peu l'incertitude aussi en amont. Certains pouvaient avoir peur de ce qui allait se dérouler par rapport au public, à tout ce que ça allait générer comme impact sur la circulation, sur certaines nuisances, tous les visiteurs qui allaient affluer dans la zone. Mais en tout cas, ça a été une fête. Et c'est vrai que ce travail-là fait en amont, je pense aussi, a servi à aussi faire passer ces messages, montrer tout le travail qui est fait en amont de préparation, au-delà de ce que la ville pouvait aussi communiquer et faire valoir auprès des habitants et des relais. C'était, je pense, assez important. Alors peut-être pour compléter aussi les propos d'Hélène, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y avait pas des personnes en fait très réticentes avec un avis aussi personnel sur les Jeux de manière générale, mais pas qu'à Paris. Les Jeux olympiques et paralympiques, pour X raisons, ils sont un peu parfois décriés, contestés. Et il y en a qui sont venus quand même avec beaucoup d'appréhension au départ, de dire bon voilà, comment se fait-il que Nanterre va prendre part
enfin, ils exprimaient aussi leur point de vue dans un contexte aussi politique. En 2024, des conflits internationaux, voilà, des prises d'opposition par rapport à voilà, certains événements, mais le fait en fait de se retrouver finalement on leur donne le pouvoir pour le coup, donc on est passé en fait d'un point d'incertitude, de peur, de l'inconnu, de comment ça va se passer, les répercussions, en fait on a essayé de désamorcer en leur donnant le pouvoir, de dire bon, là vous n'êtes pas forcément en posture de vivre quelque chose sur lequel là, vous n'avez pas de prise, parce qu'il y a le contexte national, international, mais aussi le contexte local. Au moins, sur le contexte local, on vous donne le pouvoir d'agir, de réfléchir, de décider comment on veut faire les Jeux à Nanterre sur notre programme à nous. Euh, voilà, donc vous avez l'occasion de changer le monde, si je vais exagérer un peu, mais à l'échelle locale. Donc, exprimez-vous, comment vous voulez que ces jeux soient organisés chez nous. Et donc, je pense de rendre aussi le pouvoir à l'usager, bah, ça permet aussi du coup de susciter l'adhésion, de changer de regard et puis d'agir. Et cette possibilité d'agir qu'on donne, en tout cas aux citoyens, elle a une portée très importante. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que, et comme le dit Hélène, il n'y avait vraiment aucune hostilité, vraiment, c'était un très bon état d'esprit de coopération. Et de toute façon, voilà, c'était des personnes volontaires hein, pour venir participer à ces travaux. Mais encore une fois, il y en a beaucoup qui avaient vraiment un regard personnel sur les jeux. Mais le fait là aussi, de se sentir au cœur de l'action et de pouvoir faire des propositions et de les voir se réaliser, voilà, c'était un élément en tout cas très important. Si je peux me permettre justement de préciser, moi quand j'évoquais le fait que des personnes avec un regard critique sur les Jeux Olympiques puissent candidater au dispositif, c'était pas du tout justement pour voir ça comme une peur ou comme une difficulté, au contraire comme une opportunité et finalement d'avoir un regard un peu différent, comme les Jeux Olympiques, que ce soit sur leur opportunité ou l'organisation, c'est un sujet qui a été finalement assez peu débattu à l'échelle nationale. Je m'interrogeais sur le fait que est-ce que à l'échelle locale justement, certaines personnes auraient pu se saisir de ce dispositif pour se dire c'est l'occasion de venir en discuter et finalement d'apporter un regard, comme vous l'avez très bien dit, pour faire au moins à l'échelle locale quelque chose qui soit en adéquation avec les aspirations de tout à chacun. Donc, ça, sincèrement, ça a été le cas. Hein. Ça a été le cas au CCJOP, comme pour ne rien ne cacher, ça a été aussi le cas au sein de la majorité municipale. C'est-à-dire entre les élus aussi. C'était des moments, parce qu'à chaque fois, évidemment, tout au long de l'année, on faisait des notes de points d'étape sur l'organisation et on faisait des reportings. Et à chaque fois, c'était l'occasion de débats, d'échanges, critiques, mais aussi constructives, pour avancer sur le sujet. C'était des débats très, très intéressants et critiques dans le bon sens du terme. Ce que ça permet aussi, c'est-à-dire dans la critique et même dans l'expression du point de vue, ça permet aussi d'avoir parfois des regards un peu différents, parfois des informations dont on n'a pas initialement. Et ça permet tout à fait de nuancer ou d'avoir une autre approche, un autre regard par rapport à l'organisation des jeux. Ça fait partie de la démocratie participative. Il y avait je pense que sur certains acteurs qui n'avaient pas forcément, qui n'étaient pas fans à la base, on a aussi les acteurs sociaux, tous les centres sociaux qui étaient là pour représenter leur structure et qui étaient, je pense, parmi ceux qui étaient les plus vigilants à ce que les jeux soient pour tous et toutes. Et je pense que c'est cet axe-là, en fait, qui était finalement un des plus importants pour le CCJOP, c'est-à-dire ça se passe chez nous, mais c'est pas pour nous. On va pas le vivre. On va pas les personnes qui habitent à Nanterre et qui seront un peu plus loin de l'aréna ou pas les moyens qui n'ont pas les moyens d'acheter leurs billets, ils vont passer à côté. Et je pense que la démarche justement qui a été proposée sur les billets, ça les a vraiment concernés parce qu'on était en plein dedans. Alors on peut se dire oui, 5000 billets, c'est pas grand-chose sur une ville de 100 000 habitants, mais en fait, ça a vraiment répondu
à cette inquiétude et puis cette critique aussi de se dire bah, ça va coûter, ça va, voilà, tout le monde s'en fait une fête, mais bah, au final, on veut aussi en faire partie de la fête. Voilà, donc je pense que c'était, voilà, pour compléter, c'était cette mission-là d'attribuer les billets, ça a répondu en tout cas à cette inquiétude. Et c'est vrai que c'est important ce que dit Madame Gestin, c'est qu'il y a évidemment à la fois, par exemple, les centres sociaux, enfin, toute une catégorie aussi d'associations, de populations. Et ils lisaient comme nous tous dans la presse les prix de billets qui étaient annoncés au départ, dans les premières tranches de commercialisation, 1000 euros, 1500 euros. Donc tout le monde s'est dit, bah, c'est pas pour moi en fait. C'est une aventure, en tout cas une expérience qui sera vécue par d'autres, pas par une grande majorité des Français. Et au final, c'est vrai que l'attribution de la billetterie, ça a permis en fait quasiment à tout le monde. Enfin, je veux dire, on avait au un point, à un certain moment, on était obligé d'aller au marché, d'organiser des tombolas pour faire gagner aussi des places. C'est que voilà, il y avait vraiment c'est un élan de générosité. C'était aussi on a souhaité, par exemple, dans le choix de la billetterie, ça c'était aussi intéressant, c'était de dire, bon, bah, il faut peut-être qu'on arrive à cibler des épreuves qui sont des épreuves, quand on achetait les billets, on achetait plutôt des épreuves qui ne sont pas sur des sports un peu nouveaux, qui ne sont pas connus par un certain nombre de jeunes, pour ne pas rentrer dans la caricature, c'était d'éviter le foot, d'éviter en fait des sports, voilà, qui sont, mais et privilégier des sports nouveaux qu'on ne connaît pas, voilà, qu'on pratique pas, pour aussi éveiller les jeunes, faire découvrir aussi d'autres pratiques sportives et susciter de l'intérêt. Il y a la question qui se posait aussi, c'était par rapport aux acteurs économiques, parce que tout le monde aussi entendait les commerçants qui souffraient beaucoup à Paris en raison des dispositifs de sécurité qui étaient mis en place. Donc on a aussi, d'ailleurs, les commerçants étaient partie prenante de ces CGOP via les associations de commerçants pour dire comment aussi les acteurs économiques, on les intègre dans ce programme. Quelles sont un peu leurs réserves, quels sont les points d'attractivité qu'on pourrait mettre en place de façon à ce qu'ils puissent bénéficier des flux de visiteurs, qu'ils puissent continuer à travailler pendant cette période. Et dans le programme de Nanterre Plage, on a essayé aussi de leur laisser un place. On a d'ailleurs organisé pour la première fois une guinguette en répondant à un appel à projet d'Atout France qui nous a permis de sélectionner, puis un appel à candidature, des commerçants, des associations, pour venir tous les soirs animer la guinguette et proposer des offres de services et qu'ils puissent aussi profiter de ces visiteurs et de cet événement à la fois avec un impact social, écologique, mais aussi économique pour le commerce local, par exemple. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Si tout est clair, on va peut-être vers la conclusion. Super. Et ben, j'espère que ça a pu voilà, répondre à votre curiosité et vos interrogations sur cette expérience que l'on a menée à Nanterre. Et puis, si vous avez des questions, enfin, voilà, moi, je reste disponible. En tout cas, n'hésitez pas. Voilà, N'hésitez pas à revenir vers nous, en tout cas pour ouais, toute c'est question ça, complémentaire. Je peux mettre mon mail dans le chat si vous avez voilà, d'autres questions ou envie de poursuivre l'échange sur ce CCJOP ou notre CCTE, donc voilà, nos conseils citoyens. Merci à toutes et tous. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup à vous aussi. Et donc, comme je le disais au début de la session, cet atelier, comme tous les ateliers des rencontres numériques, sont enregistrés. Donc, vous pourrez retrouver les enregistrements sur la chaîne YouTube de Décider Ensemble incessamment sous peu. Voilà. Merci à tous.